Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avons fait une vidéo sur l'avenir des hydrocarbures il y a quelques semaines. Et ce qu'on disait dans cette vidéo, pour la résumer, c'est d'abord que pour ce qui est de la consommation de pétrole qui dépendait essentiellement des voitures, des automobiles, eh bien, bien sûr, on aurait des voitures électriques de plus en plus, mais même dans un scénario où on aurait 90% de voitures électriques en Chine et dans les pays d'Europe, eh bien, on a le graphique qui s'affiche là, c'est-à-dire tout de même, il faut attendre 2040 pour que la part des véhicules électriques impacte véritablement le parc automobile mondial et donc la consommation de pétrole. Et donc ça donnait le graphique suivant, qui est un graphique qu'on a tiré des présentations de Total, où vous voyez que on consommera encore pas mal de pétrole en 2050 dans un scénario probable. L'autre chose que l'on disait, c'est que l'autre chose qui était importante, c'était la production d'électricité, parce qu'on est tout de même dans le siècle de l'électricité, on va produire de plus en plus d'électricité, notamment à cause de la transition numérique. Eh bien, cette électricité, aujourd'hui, il est surtout produit à partir de charbon, et puis ensuite de gaz, de nucléaire et d'hydraulique, voilà. Et que le plus probable, en tout cas à court terme, si vous voulez, c'est que on essaie de produire le moins possible à partir du charbon qui est très émetteur de CO2 et qu'on essaie de remplacer le charbon, bien sûr, par des énergies renouvelables, mais aussi beaucoup par du gaz. Et ce d'autant, si vous voulez, que les énergies renouvelables, bon, elles sont intermittentes, c'est-à-dire que il y a du soleil et puis ensuite 2 jours après il y en a pas, il y a du vent et puis quelques heures plus tard il y en a pas, et donc ça veut dire que on a quelque chose d'assez brutal, et alors même que la consommation elle-même d'électricité est très variable, hein. Et donc si on joint les deux, on a une certaine problématique avec les énergies renouvelables tant qu'on ne sait pas très bien stocker. Alors bien sûr on peut stocker avec l'eau, les barrages, on peut stocker avec l'hydrogène, mais globalement c'est assez onéreux, et donc en tous les cas dans les 2 prochaines décennies, jusqu'en 2040, on va certainement utiliser beaucoup l'énergie électrique à partir du gaz, parce que ça a le grand avantage, contrairement au nucléaire, si vous voulez, de pouvoir on relance une turbine à gaz et on l'arrête très facilement. Donc c'est très complémentaire des énergies renouvelables. Et donc si vous voulez, ce que l'on pense, c'est que on va également consommer pas mal de gaz pour l'électricité, et donc globalement, si on prend le scénario ou momentum ou de rupture que trace Total et qui nous paraît réaliste après tout ce qu'on a vu par ailleurs, eh bien le plus probable c'est que on consomme moins de pétrole en 2050, nettement moins, mais surtout la baisse commencera surtout à partir de 2040, et qu'on consomme au moins autant, sinon plus de gaz en 2050 qu'aujourd'hui. Donc, la conclusion qu'on en avait tirée, c'est qu'on va encore consommer beaucoup de pétrole et de gaz, au moins jusqu'en 2040. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais le problème, c'est comment est-ce qu'on tire profit le plus possible sur le plan de l'investissement boursier de ce genre de conclusion. Alors, on a trouvé une idée et on vous la soumet, c'est Géophysique, CGG. Compagnie Générale de Géophysique, on vous a mis ici la droite de régression. Alors oui, c'est assez impressionnant parce que c'est une droite de régression très baissière, et non seulement elle est baissière, mais en plus on est à 2 écarts types en dessous de cette droite de régression. Alors bon, c'est un modèle qui a beaucoup évolué, la CGG, parce que vous savez qu'ils étaient, ils avaient notamment des bateaux qui faisaient la recherche sismique, et ils ont vendu tout ça. Ils ont une stratégie d'asset light. Donc le CGG d'aujourd'hui a plus grand chose à voir avec le CGG d'hier, et donc on peut pas vraiment s'appuyer sur la droite de régression. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est très sous-évalué, et si on regarde un peu plus bas, vous savez, quand on descend dans Citiboo, on a toute une série de ratios en dessous des droites de régression. Il y en a un qui est très intéressant, c'est la taille de l'écart type. Et vous voyez, la taille de l'écart type, elle est de 265%, alors que la taille de l'écart type du CAC sur la même période est de 29%. Donc on est quasiment 10 fois plus volatile, hein, 10 fois plus de capacité à évoluer sur la CGG
que sur l'indice CAC. Donc ça veut dire deux choses. Ce qu'on va vous proposer aujourd'hui comme investissement, c'est un investissement spéculatif. Ayez bien ça en tête. C'est pas un investissement de père de famille. À la fois parce que le secteur est compliqué. Les gros clients, ces compagnies pétrolières, elles peuvent très bien reculer de plusieurs années leurs commandes. Et également parce que l'action elle-même est extrêmement volatile. Donc c'est spéculatif, mais évidemment, la contrepartie, c'est qu'il y a du levier. Bon, alors voyons un tout petit peu rapidement ce que c'est que CGG. CGG, ils font essentiellement trois choses, pour à peu près 3/3, les géosciences, l'équipement, le multi-client. Alors, le géosciences, si vous voulez, c'est le traitement des données sismiques. Alors, ça suppose une grosse puissance informatique, des ingénieurs qui savent traiter, etc. C'est à partir des signaux qui ont été recueillis, on fait des images qui permettent de traquer la structure des sous-sols. Voilà. Le multi-client, c'est-à-dire qu'on fait ça, mais on fait des études, et ensuite on vend ces études aux clients qui s'intéressent. Donc on fait des études sur un bassin géologique, on les fait à compte propre ou pour le compte préfinancé par des clients et on le vend à toute une série de clients. Voilà. Et puis l'équipement, c'est, si vous voulez, l'équipement, ce sont les capteurs essentiellement que l'on vend à des entreprises qui, avec ça, vont chercher les données sismiques, qui ensuite seront éventuellement traitées par le département géosciences. Voilà. Alors, si on regarde un peu plus près en géosciences, donc, vous savez qu'on aime beaucoup chez Hibou les leaders, et on dit toujours qu'il faut aller sur les leaders mondiaux. Ça tombe bien, parce que CGG, c'est vraiment un leader mondial. Alors, en géosciences, un leader établi du marché et de la technologie, dans les domaines de l'imagerie souterraine, de la géologie, des logiciels et des services de géosciences. Ils sont numéro 1 en technologie, c'est-à-dire en capacité technologique, et en part de marché, ils ont 41% du marché mondial. C'est vraiment colossal. Et donc la géoscience, c'est 34% de leur chiffre d'affaires. Bon, le multi-client, CGG est l'un des fournisseurs de données sismiques et d'études géologiques les plus avancés sur le plan technique. Et ils sont dans les principaux bassins d'hydrocarbures prolifiques du monde. Ils sont numéro 1 en technologie et ils ont une part de marché mondial de 24%. Donc là aussi, moins importante, mais même très importante. Et l'équipement, donc c'est la filiale Sercel, et c'est la conception et la fabrication de capteurs qui sont ultra précis et de solutions numériques embarquées pour l'exploration et la surveillance des sous-sols et des infrastructures. Et ils sont numéro 1 également en technologie et numéro 1 en part de marché. Ils ont 46% du marché mondial, donc vraiment ils sont très très dominants. Voilà. Alors déjà ça c'est assez favorable quand on est leader en technologie, leader en part de marché sur la totalité de son chiffre d'affaires, c'est vraiment pour Hibou un très très bon point. Bon. Le deuxième point, il faut regarder le bilan. Avant tout investissement, il faut toujours regarder le bilan. Le bilan, c'est un peu la fragilité de CGG, mais on le trouve tout de même assez bien équilibré. On vous l'a mis là. Vous voyez, si vous prenez les current liabilities, c'est-à-dire les dettes à court terme, et vous mettez en face les actifs courants, qui permettent de rapidement faire face aux dettes à court terme, vous voyez les actifs courants sont plus importants que les dettes à court terme. On aime bien ça. Il y a une assez bonne structure entre le passif et l'actif. Voilà, c'est équilibré. Voilà, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que il y a tout de même des liquidités. Il y a 340 millions de dollars de liquidités potentielles, 240 millions de bilan, plus 100 millions de capacité de crédit. Donc ça permet tout de même de faire face à des aléas à court terme, surtout que les principales échéances de dette, c'est 2027, donc c'est assez loin. Donc la société elle a le temps, si vous voulez, de passer des échéances, même s'il y avait 2-3 années troublées, elle les passera. Donc ça, c'est un point également, c'est pas un point aussi bon que ce qu'on a dit quant au positionnement, mais c'est un point assez valable. Et la stratégie, troisième point, on aime beaucoup la stratégie. C'est une stratégie que la société décrit comme asset light, c'est-à-dire moins gourmande en immobilisation et donc avec un bilan beaucoup plus léger, beaucoup plus à même de surfer sur un secteur très cyclique, sur les vagues hautes et basses de la recherche pétrolière. Et donc ça se traduit par des effectifs qui sont à la baisse. Vous voyez, 3890 personnes en
2020 contre 4564 en 2019 parce qu'ils font des cessions. Et donc ça veut dire que la société est moins lourde en personnel. Et parallèlement à ça, une stratégie de montée en valeur. Vous voyez qu'une puissance de calcul qui est en hausse. Alors regardons cette puissance de calcul d'un peu plus près. En pétaflop, on était à 72 pétaflops en 2017. On est à 272 en 2020 et ça va continuer à monter. Et aujourd'hui, CGG, c'est la 15e puissance informatique mondiale, toutes industries publiques et privées confondues. Vous voyez, c'est vraiment une énorme puissance informatique. Et ça, c'est un point qu'on aime beaucoup, beaucoup dans la valeur. Bon. Qu'est-ce qu'on aime d'autre dans cette société? Eh bien, c'est que c'est une société qui est surtout axée, qui s'est surtout axée sur le développement plutôt que sur l'exploration. Et ça nous plaît parce que, si vous voulez, les sociétés pétrolières sont très troublées à la fois par la volatilité des prix du pétrole. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pendant la crise du Covid, le prix du pétrole a même été négatif à un moment donné. Mais également, ils sont troublés par le fait que l'ensemble des stratégies de l'ensemble des États, c'est on veut plus d'hydrocarbures. Donc ils savent qu'à horizon 20 ou 30 ans, ça va être compliqué. Donc l'essentiel, presque tous les grands majors, pas Exxon, mais presque tous les autres, se sont orientés vers la transition énergétique et investissent beaucoup dans la transition énergétique. Alors bien sûr, elles ont besoin des revenus du pétrole et du gaz pour financer cette transition, mais si vous voulez, ça veut dire qu'elles vont pas aller, si vous voulez, se lancer dans l'exploration de nouveaux bassins, elles vont pas aller comme les pionniers sur la frontière, Elles vont plutôt essayer de faire des choses en termes d'investissement pour continuer à avoir des revenus du gaz et du pétrole pour financer la transition énergétique. Elles vont essayer d'exploiter au maximum les bassins qu'elles connaissent déjà. Voilà, donc plutôt dans le développement que dans l'exploration. Et on voit ça dans les industries, dans les capex de l'industrie. Vous voyez, de 2017 à 2020, la part exploration est passée de 11 à 9%. Et alors, vous voyez, ça a été bien accompagné chez CGG, puisque chez CGG, la partie de l'exploration est passée de 35 à 25% de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, CGG s'est surtout orienté pour être rentable avec des investissements sur le développement et pas sur l'exploration. Et on voit ça très bien également dans les études multiclients. Donc je vous rappelle, les études multiclients, c'est des études qui sont faites sur des bassins, et puis on fait des études et on les vend à toutes les sociétés pétrolières qui veulent les acheter. C'est comme une bibliothèque de données pré-traité. Voilà. Et là, on vous a mis, alors ça, c'est des slides. Avant, on avait des slides de Total. Là, c'est des slides qu'on a tirés des présentations de CGG. Et donc, vous voyez, CGG dit que ils sont une empreinte mondiale, surtout dans les bassins éprouvés et matures. Et on vous les a mis là. Vous voyez, c'est les grands bassins que vous connaissez tous, le golfe du Mexique, le bassin africain, la mer du Nord, etc. Donc c'est là qu'ils ont fait leurs études multiclients, toujours pour capitaliser sur cette politique de bon père de famille que mènent aujourd'hui les majors pétrolières. Et puis, dernier point, c'est l'équipement. Vous vous rappelez, il y avait 3 tiers, géosciences, multiclients, équipement. Et dans l'équipement, alors là, on a la chance, si vous voulez, d'avoir une certaine récurrence des revenus, puisque vous voyez que même en 2020, bon, bien sûr, il y a eu une baisse, mais ils ont tout de même fait 280 millions de dollars de revenus contre 314, par exemple, en 2018. Donc, vous voyez, on n'est pas très loin de 2018, qui était une assez bonne année. Là, en premier semestre 2021, ils sont à 161 millions de dollars, donc on est parti sur à peu près 320 millions, donc quasiment comme en 2018. Donc il y a une assez bonne récurrence. Et ce qui est très intéressant, si vous voulez, l'équipement, donc c'est les capteurs, si vous voulez, c'est leader mondial des capteurs pour la recherche géologique. Et donc, si vous voulez, ce qu'on avait mis en avant dans la vidéo sur les hydrocarbures, c'est que il y a la stratégie des pays producteurs de pétrole, comme les pays du Moyen-Orient, mais également un pays comme la Russie. Ils ont bien vu que les compagnies pétrolières mettaient l'accent sur la transition énergétique et donc n'avaient pas vocation à augmenter leur production de pétrole, voire un peu avec la déplétion naturelle des bassins, à la réduire.
Et donc, ils prennent un peu le relais. Hein. Vous voyez ce qu'a fait Abu Dhabi. Abu Dhabi est passé de environ 3 millions de barils jour. Ils vont aller à 5 millions de capacité de production de barils jour. Bon, l'ensemble des pays font ça. Et les grandes compagnies qu'on n'appelle pas les majors, mais les compagnies nationales, elles ont en interne des propres capacités de recherche. Donc, c'est elles qui achètent assez massivement et elles vont continuer à le faire à cause de ce basculement stratégique des capteurs, pour avoir des données qu'ensuite elles vont donner à traiter éventuellement, on espère, à CGG. Hein. Donc là, il y a une bonne récurrence, il y a à notre avis, à cause de cette évolution stratégique, des bonnes années à venir pour l'équipement. Donc vous voyez que on pense que CGG est bien positionné par rapport à l'évolution globale de l'industrie et de la demande de pétrole, d'hydrocarbures. Bon, et ça c'est un peu la cerise sur le gâteau parce que les gens se disent bon, il n'y a pas d'avenir pour le pétrole et les investisseurs institutionnels ont tendance à vendre tous leurs actifs pétroliers pour plaire, si vous voulez, au client final. Eh bien, il y a de l'avenir pour géophysique en dehors du pétrole. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont cette capacité à étudier tout ce qui est sous la terre, et donc ça peut servir à l'ensemble des recherches de ressources naturelles. Et puis ça peut également servir dans le cadre de la transition énergétique, parce que si vous voulez, il y a toute une stratégie qui consiste, et qui a été très mise en avant par Exxon, hein, je ne sais pas si vous avez vu notre vidéo sur le sujet, ou notre étude, qui consiste à capter le CO2 dans l'atmosphère, et donc une fois qu'on l'a capturé, il faut le stocker. Et donc pour le stocker, l'idéal c'est d'utiliser d'anciens réservoirs où il y avait du gaz ou du pétrole. Et donc là aussi, pour bien étudier ça, on a besoin de la CGG. Et puis CGG, ils sont donc très forts dans les capteurs, et alors ça peut servir également, par exemple, dans ça peut être très utile dans tout ce qui est infrastructure. Bon, par exemple, pour un pont, si vous mettez des capteurs, vous savez quand les vibrations augmentent et quand il y a un danger. Et vous savez qu'il y a eu des problèmes avec les infrastructures, parce qu'il y a de vieilles infrastructures presque partout dans le monde. C'est vrai pour l'Italie, mais aussi pour l'Allemagne, pour les États-Unis. Et donc c'est très important, très intéressant, très intelligent d'avoir une stratégie de surveillance avec des capteurs des infrastructures. Mais ça peut également servir pour le nucléaire. Vous savez qu'on va être obligé de faire très probablement de plus en plus de nucléaire dans le cadre de la transition énergétique, même si on veut fabriquer par exemple de l'hydrogène pour stocker l'énergie. Et donc là aussi, pour surveiller les centrales nucléaires, les fissures, etc., les capteurs sont très utiles. Voilà. Et puis cette puissance informatique qu'ils ont bâtie, et puis la capacité de l'utiliser avec des ingénieurs, ça peut servir pour toutes autre chose, pour l'intelligence artificielle, le machine learning, le cloud, etc. Donc voilà, il y a un avenir qui va progressivement se déployer, qui a commencé à se déployer, mais c'est très marginal. Mais si vous voulez, sur les 10 ou 20 ans de la transition énergétique, ils vont avoir le temps de déployer ça, et ça va donner une visibilité. Et quand on donne une visibilité à une société, on lui donne une vraie valeur, son PER peut augmenter. Voilà. Alors bon, donc vous voyez, on est assez favorable en structurel sur la société dans le cadre de l'évolution du marché des hydrocarbures. Il y a des signaux ténus qu'on remarque et on va vous les montrer sur le dernier trimestre. Alors il faut prendre ça avec des pincettes, mais souvent c'est quand il y a des signaux ténus comme ça qu'il faut commencer à investir. Alors vous voyez par exemple pour ce qui est de la géoscience, le chiffre d'affaires qui était en baisse de 30% en 2020 par rapport à 2019, et encore sur les 9 premiers mois 2021 en baisse de 23% en 2021 par rapport à 2020, eh bien sur le dernier trimestre, il est en hausse de 12%, Géosciences plus études multi-clients. Donc on passe de 150 à 168 millions de dollars. Voilà, donc c'est le premier renversement qui a lieu, et ça se traduit au niveau de l'EBITDA par une hausse de la marge pour la première fois, on passe de 57 à 63%, contre une marge globale de 49% sur les 9 premiers mois 2021. Et puis au niveau de l'équipement, là aussi il y a bon,
2020 était en baisse par rapport à 2019, mais déjà sur les 9 premiers mois de 2021, on est à plus 43%, une très forte hausse. Et il y a une accélération de cette hausse au troisième trimestre, puisque au troisième trimestre, on n'est pas à plus 43%, on est à plus 105%. Voilà. Donc nous, on pense chez eBook qu'il y a un début de retournement de situation au troisième trimestre et que donc on peut commencer à investir. Parce que les fondamentaux sont bons. Alors, qu'est-ce qu'on peut viser ? Il faut être on peut être très ambitieux sur ce dossier. Vous voyez, Peter Lynch, qui est un des très grands gérants, dit si vous voulez vraiment gagner de l'argent, il faut trouver des 10 beggars, 10 fois la mise. On y est probablement sur CGG. On va vous le montrer. L'EBITDA du troisième trimestre, le résultat d'exploitation, c'est 118 millions de dollars. Donc, si vous voulez, ça veut dire que, pour faire simple, on est sur un trend de 400 millions de dollars annuel. On devrait y arriver l'année prochaine. Bon. Si on regarde ce que pensent les analystes, ils pensent que en 2024, c'est-à-dire dans 3 ans, c'est un bon horizon pour un investissement court terme, court moyen terme, 3 ans. La société devrait faire 650 millions de dollars de cash flow et devrait avoir diminué sa dette à 500 millions de dollars. Bon, la capitalisation boursière aujourd'hui de CGG, c'est 500 millions de dollars. Donc vous voyez, c'est à peine plus que le cash flow, le trend de cash flow que nous on attend pour l'année prochaine. Le trend actuel, c'est 400 millions. Donc une société, une fois qu'on n'a plus peur qu'elle se casse la gueule, elle est valorisée à peu près EV, donc capitalisation plus dette, à peu près, disons au minimum 7 fois l'EBITDA. Beaucoup de transactions aujourd'hui se font sur 12-13 fois. On va prendre un minimum de 7 fois l'EBITDA. Bon, donc si on fait 7 fois 650 millions de dollars d'EBITDA, qu'on retire 500 millions de dettes, on a une capitalisation de 8 fois le niveau, enfin à peu près 4 milliards de dollars. Donc si vous voulez, 8 fois les 500 millions de dollars d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que sur un calcul de coin de table, mais c'est souvent ce qu'on vient de mieux à faire, les calculs de coin de table en finance. Sur le calcul de coin de table, vous voyez que dans 3 ans, on a potentiellement la capacité de faire 8 fois la mise sur CGG. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous souhaitez faire un pari spéculatif, vous en avez un et vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec ce dossier, sans oublier que c'est un dossier spéculatif. Voilà, à très bientôt avec l'équipe eBook.